Tout est foutu. Everything is fucked. C'est le nom du deuxième livre de Mark Manson dont je parle cette année. Il est aussi intéressant que le premier, même si c'est un peu différent. Le sous-titre du livre, c'est « Un petit livre à propos de l'espoir ». Mais ce n'est pas forcément le cas de tout le livre, puisque l'espoir s'intéresse principalement, il en parle principalement durant la première partie. Ensuite, il s'intéresse à d'autres choses. L'espoir a trois conditions. Premièrement, vous devez sentir que vous êtes capable de contrôler ce qu'il vous arrive, que vous êtes capable d'avoir un objectif et de l'atteindre grâce à votre propre capacité. La deuxième condition, c'est d'avoir un système de valeurs qui vous permet d'avoir un objectif, d'avoir un but à atteindre. Et la troisième condition, c'est d'avoir une communauté qui partage votre système de valeurs et qui va essayer également d'atteindre ce même objectif. Alors je ne sais pas si c'est vraiment ça la définition de l'espoir ou si ce sont des conditions sine qua non, mais enfin c'est celle qu'il donne. La partie sur le self-control, sur la capacité à se contrôler soi-même, est très intéressante. Il donne l'exemple d'une personne qui, une fois qui était atteinte d'une tumeur au cerveau, et une fois qu'on lui a enlevé cette tumeur, on a donc été obligé de trifouiller dans son cerveau et de lui enlever des trucs. Une fois qu'on a enlevé une partie de son cerveau, il était incapable de ressentir des émotions. Petit à petit, il a perdu son travail parce qu'il ne pouvait plus agir de manière correctement, il faisait des erreurs banales et parfois il avait énormément de difficultés à choisir entre un stylo rouge et un stylo bleu. Sa femme l'a quitté parce qu'il ne faisait plus vraiment attention. Il a oublié le récital de musique de sa fille parce qu'il y avait un marathon de films de James Bond à la télévision. Donc, et ici, on voit l'exemple qu'une personne a besoin de ses émotions pour être capable de faire des actions et de prendre des décisions. On a toujours pensé que si on n'avait que le cerveau rationnel, le monde serait parfait, on ne souffrirait plus. Mais c'est notre côté émotionnel qui nous permet de prendre des actions. C'est lui qui nous permet d'hiérarchiser entre regarder un marathon de films de James Bond et voir le récital de sa fille. C'est le cerveau émotionnel qui nous permet d'être bon dans notre travail, d'y accorder de l'importance et de prendre des décisions plus rapides. Ce qui signifie que vous devez accepter que votre cerveau émotionnel ait le contrôle de votre corps. Et le cerveau rationnel doit en avoir conscience s'il veut essayer de changer les choses. Par exemple, si vous voulez faire du sport, vous pouvez discuter avec votre cerveau émotionnel, vous pouvez essayer d'avoir de l'empathie pour lui, de dire que vous comprenez que c'est difficile de faire du sport. Vous lui dites que aujourd'hui on peut juste essayer de mettre les baskets et d'aller marcher un petit peu, essayer d'avoir de l'empathie et de faire des petites actions pour aider le cerveau émotionnel à prendre les bonnes décisions. Il faut vraiment accepter ce qui est présenté comme un singe fou. Le cerveau émotionnel, c'est le singe fou qui fait des actions un peu stupides parfois. Il faut avoir de l'empathie pour lui, l'accepter, essayer de parler avec lui pour le raisonner. Mais au final, tout est foutu, même l'espoir. L'espoir n'a pas vraiment d'importance parce que pour avoir de l'espoir, il considère qu'il faut avoir une division entre eux et nous. L'espoir, c'est fondamentalement le conflit parce que si on veut changer quelque chose qui est, il va falloir se faire violence à soi-même ou parfois faire violence aux autres. Et donc, l'espoir n'est pas forcément quelque chose vers lequel on doit tendre, que l'on doit absolument rechercher. Il propose un concept de Nietzsche, une solution de Nietzsche, qui est amor fati. Ça veut dire aimer en fait. Vous devez juste aimer ce qui est. Si vous avez une situation qui est désagréable, vous devez juste essayer de l'aimer. Il y a un concept grec qui considère qu'on doit revivre, on doit être capable de revivre éternellement chaque journée, chaque moment. Vous devez prendre n'importe quel moment que vous vivez
et vous devez l'aimer. Pas seulement parce que c'est nécessaire ou parce que ça serait mieux, mais simplement en dehors de tout espoir, en dehors de toute obligation, aimez juste tout ce qui vous arrive. Aimez-les, les moments difficiles. Et la plupart des souvenirs, ça c'était pas dans le livre, mais c'est quelque chose que j'avais lu autre part, la plupart des souvenirs les plus intéressants qu'on a, eh ben, c'est pas forcément les souvenirs faciles, c'est pas forcément les moments où on n'a pas eu de difficultés ou de souffrance. Justement, les meilleurs moments, ça peut être ceux où on a beaucoup souffert, ceux qui étaient pénibles lorsqu'on les a vécus. Et aujourd'hui, on s'en rappelle en souriant, en disant « qu'est-ce que c'était sympa ». On parle de la souffrance. Et bien, ce qui nous permet d'aller à la deuxième partie du livre qui s'intéresse beaucoup à la souffrance. La souffrance, c'est quelque chose qui est impossible d'éliminer, c'est quelque chose d'inévitable à notre humanité. Nous allons toujours souffrir. Il y a une expérience intéressante. Des chercheurs ont demandé à des personnes de cliquer sur un bouton lorsqu'ils voyaient une image bleue. Parce que sur l'écran, vous pouvez soit avoir une image bleue ou une image violette. Les gens ont vu 1000 images de suite. J'imagine qu'ils ont dû beaucoup s'amuser. Mais bref, ils devaient cliquer lorsqu'ils avaient l'image bleue. Petit à petit, les chercheurs ont diminué la quantité d'images bleues et ont remplacé ces images bleues par des nuances de violet. C'est-à-dire que les gens ne devaient pas cliquer parce que ce n'était pas du bleu, c'était du violet. Et malheureusement, les gens, comme au début il y avait 50% de violet et de bleu, ont continué de cliquer même lorsque ce n'était pas du bleu. En fait, les gens ont continué de cliquer parce que c'était ce qu'on leur a demandé de chercher. On leur a demandé de chercher les images bleues et au début, il y avait à peu près 50% de bleu. Donc même si la quantité de bleu diminue, eh bien, les gens continuaient de chercher le bleu. Pour la souffrance, c'est un peu pareil. À l'avant, on avait un niveau de souffrance extrêmement élevé, il y a 50, même il y a encore 50, 100 ou 150 ans. Et alors dans les pays occidentaux, ça va mieux d'un point de vue matériel, concret, mais en fait, on continue de ressentir de la souffrance. L'être humain est designé, tous les êtres vivants sont designés pour ressentir la souffrance et essayer de l'éviter justement. Donc même si aujourd'hui eh bien, on a beaucoup moins de souffrance concrète, on continue d'avoir notre propre niveau. En fait, c'est comme un microphone, vous devez l'ajuster à votre niveau, vous n'ajustez pas à la souffrance objective. Le microphone, il est ajusté à votre voix, à votre situation. Et pour la douleur, c'est pareil, elle est toujours ajustée à votre situation. Donc aujourd'hui, si on se tape le doigt de pied contre le coin du lit, c'est un niveau de souffrance extrêmement élevé. Si aujourd'hui, il y a un professeur qui dit à un enfant « mais t'es nul », c'est un niveau de souffrance incroyable, le pauvre petit bébé, il faut aller le sauver de ces méchants professeurs. Donc on a une intolérance à un niveau de souffrance, on a un niveau de souffrance extrêmement bas. Ce niveau de souffrance extrêmement bas, il peut déjà l'impliquer, avoir pour cause, il définit qu'il y a comme cause le fait qu'on soit designé pour ressentir de la souffrance, mais il rend coupable le marketing. En fait, le marketing moderne, on pourrait presque l'inventer à Barnies. Barnies, c'était le neveu de Freud, et lui, il n'avait pas vraiment envie de faire de la psychologie. Lui, ce qu'il voulait, c'était du pognon. Donc il a travaillé dans le marketing et a utilisé toutes ces informations sur la psychologie humaine pour justement essayer de manipuler un petit peu les gens pour leur permettre d'acheter des produits dont ils n'ont pas besoin. Et le fait de vivre dans une société qui vous explique que vous n'allez plus souffrir en achetant tel produit, n'aide pas vraiment. Aujourd'hui, des tas d'éléments de la révolution scientifique ont permis concrètement de réduire le niveau de souffrance, mais en fait la majorité des objets que l'on utilise, c'est simplement pour faire diversion, pour nous oublier, pour nous faire oublier temporairement un peu notre souffrance. Il y a une phrase de Thiel, j'ai oublié le prénom, mais c'est un grand investisseur de la Silicon Valley. Il a dit « On nous avait promis au XXIe siècle des voitures volantes et on a eu Twitter. »
Voilà, c'est ça aujourd'hui, les révolutions marketing, les grandes découvertes, les nouveaux produits qui révolutionnent le monde, c'est Twitter. On n'a pas des objets vraiment incroyablement nouveaux, on a juste Internet et on aurait pu penser que ça allait sauver les gens, mais au final, ça a autant fait ressortir tout ce qu'il y a de mauvais en nous. L'immense connaissance de la psychologie humaine, des gens qui font du marketing, mais aussi des gens qui travaillent chez Facebook et chez tous les réseaux sociaux et toutes les grandes entreprises d'Internet, eh bien, connaissent notre psychologie et savent utiliser notre souffrance. Donc il y a dans le marketing et dans le fonctionnement moderne de l'économie, et en partie d'Internet aussi, il y a une très bonne connaissance de la psychologie humaine et une utilisation de notre souffrance qui, à mon avis, et comme le dit l'auteur, ne nous aide pas à diminuer véritablement notre souffrance. Le dernier chapitre, eh bien, c'est un peu comme le dernier chapitre de Sapiens. On parle du futur, du transhumanisme, on parle du fait que les robots vont nous dégommer en 2 jours. Il y a une question qu'on a posée à Elon Musk, quels sont les 3 plus grands dangers pour l'humanité? Alors il a très rapidement répondu une guerre nucléaire, le réchauffement climatique. Pour la 3e, il y a eu un grand silence. L'intervieweur a reposé la question et il a juste dit « J'espère que les robots vont être sympas avec nous ». C'est une vraie interrogation, est-ce que les robots vont être sympas avec nous? Mais pour l'auteur, c'est pas forcément évident que les robots vont être plus stupides que nous, plus mauvais que nous, parce que nous, on s'imagine qu'on va avoir tous les mauvais côtés de l'être humain dans le robot, mais peut-être que le robot va juste être plus intelligent que nous. Il donne un exemple incroyable de l'intelligence artificielle de Google qui, en une journée, a appris les échecs et a dégommé le plus incroyable software, le meilleur programme informatique qui savait jouer aux échecs. Et donc cette intelligence artificielle a juste joué quelques heures et a complètement dégommé le programme qui pouvait analyser des millions et des millions de mouvements. Mais l'intelligence artificielle, simplement en jouant contre elle-même, a été capable de dégommer cet incroyable software, le meilleur software avant, le meilleur programme informatique qui savait jouer aux échecs. L'intelligence artificielle va évidemment lire en 30 secondes tous les livres que je vais péniblement faire en une année et je pourrais retourner à Pôle emploi. Mais bon, je vais continuer de lire. Faut que je lis. Oui, tu dis, faut que je lis, moi. Faut que je lis. Bon, tu connais la musique, tu t'abonnes, tu mets un commentaire, un petit pouce, ou tu regardes une autre vidéo. À demain.